ceux qu'on n'a pas vu ce matin, entre les changements de table ronde et les programmes, on vous accueille cet après-midi pour la deuxième partie des tables rondes de la Biennale Nature et Paysage, avec un petit peu la particularité cette année d'une ouverture vers les pratiques artistiques qui étaient assez peu présentes dans les éditions précédentes, qui étaient vraiment tournées vers une approche politique, publique et technique. Donc on est très heureux d'accueillir Marie Carrez, qui est directrice de TALM, l'école des beaux-arts Tours-Angers-Le-Mont, qui va vous proposer une médiation de cette table ronde. Oui, bonjour. Ça marche pas? Si. Les trois artistes en fait sont présents ici aujourd'hui. La question en fait qu'on leur a posée, c'est la question en fait de la représentation. La représentation commence de l'art, mais la représentation aussi de l'art comme sujet en fait. Et donc là, il y a trois pratiques vraiment distinctes et dont le dialogue peut être fécond. Donc je vais commencer par Alain Secaroli. Vous êtes photographe. Une exposition a lieu en ce moment que vous pouvez voir à la bibliothèque de l'Abbé Grégoire. Et peut-être nous expliquer comment en fait vous en êtes venu à photographier les arts, quel type d'art, quelle est votre méthode de travail. Et voilà, déjà pour commencer. Bonjour. Moi, ça fait maintenant, je pense, 30 et quelques années que je fais de la photographie. Et quand je revois mes planches de contact, je me suis aperçu que les toutes premières photos, c'était des photos d'arbres, mais en tant que sujet ou portrait d'arbres. Mais ça, c'était, disons, avant de faire l'école de photo. J'ai fait des exercices, des gammes, j'ai fait ça à l'école aussi, comme tout le monde. Et puis, je n'ai jamais attaqué l'arbre comme sujet, mais il a toujours été présent dans pratiquement dans toutes mes prises de vue. Alors, moi, je travaille sur le paysage, sur le grand paysage, sur sur les sites archéologiques autour de la Méditerranée, donc sur toutes les traces de l'homme. Et dans toutes mes photos d'architecture ou de sites archéologiques, il y a toujours des arbres qui sont présents. Et j'en ai fait en fait un diaporama qui tourne en ce moment à la bibliothèque Abbé Grégoire. Et ça, je m'en suis aperçu récemment, justement, quand je devais parler de l'arbre et montrer mes arbres. Mais il y a deux choses que je n'avais jamais abordées en tant que photographe, c'était le portrait et c'était l'arbre, en fait, hein, l'arbre en lui-même comme sujet. Et là, récemment, à la demande d'un musée, un musée a produit un de mes travaux dans les Alpes, et on m'avait demandé de travailler sur un arbre qui s'appelle le genévrier turifère. Et je ne savais pas comment l'aborder. J'ai commencé à l'aborder de jour, un peu comme tout le monde, comme j'aurais fait d'habitude, crapahuter à travers la montagne, essayer de trouver des sujets, mais on s'aperçoit que même si ce sont des arbres protégés qui sont assez élagués, éloignés les uns des autres, j'avais toujours, surtout dans une pente très raide, on a toujours en arrière-plan d'autres arbres, même s'ils sont de la même espèce, qui me gênaient. Donc on a, plutôt que d'arrêter le soir et de reprendre le lendemain matin, on a changé de matériel avec mon épouse, on travaille ensemble. Et on s'est équipé pour travailler la nuit, c'est-à-dire avec des projecteurs, avec des chronomètres, enfin des pauses longues. Et on s'est aperçu là, je me suis aperçu que c'était plus intéressant pour moi de travailler la nuit pour pouvoir isoler chaque sujet de ces congénères, et qu'en fait j'avais comme, le sujet étant l'arbre, j'avais comme arrière-plan, comme décor, la nuit noire. C'est bon, ça me permettait de sortir de m'en sortir comme ça. Voilà. Comment dire, ça a été une grande découverte, ça, de m'apercevoir que je pouvais m'intéresser à un sujet, un arbre, un sujet. Le décor est planté, la manière de travailler est aussi très, on l'a amélioré au fur et
mesure. Maintenant, on est bien calé, donc voilà, on a le trait de crayon très précis maintenant quand on travaille. Et on a abordé d'autres arbres qui sont les oliviers millénaires autour de la Méditerranée, les cerisiers en fleurs dans notre région, puisqu'on en a beaucoup. Enfin, c'est une région qui produit beaucoup de cerises. Mais alors, c'est pas simplement l'arbre qu'on a décidé, on n'a pas décidé de travailler sur un arbre comme ça, mais c'est aussi un hommage. Enfin, chaque fois qu'on travaille sur un arbre, sur un peuplement, sur un verger, on a des rapports avec les gens qui travaillent sur ces arbres, soit les cultivateurs, soit pour le genérier turifère, ce sont des gens de l'ONF qui les entretiennent. Donc voilà, c'est un rapport avec toutes ces générations de cultivateurs, de paysans et d'agents de l'État qui entretiennent les arbres. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Je reviendrai à vous tout à l'heure. On peut continuer avec Fabien Méret. Fabien Méret, vous, peut-être comment on pourra commencer par présenter quelques images. Alors moi j'ai un rapport à l'arbre qui est assez... c'est le rapport d'un dessinateur à l'arbre. Avant toute chose, l'arbre, c'est pour un dessinateur, un jeune dessinateur, c'est un fantasme. On se dit un jour on sera capable de dessiner un arbre, peut-être qu'on aura envie de le faire. C'est une sorte d'Himalaya, quoi. On se dit, je me rappelle très bien qu'enfant c'était un vrai but pour moi à atteindre. Et je me disais que je serais un vrai dessinateur quand je saurais le faire. Il se trouve que j'ai réussi à le faire et que maintenant je me rends compte que cet arbre-là n'existe pas juste en tant que tel dans mon travail, il existe parce qu'à chaque fois il vient de raconter quelque chose de différent. C'est pas l'arbre pour l'arbre ou l'arbre végétal. Chez moi il a pris plusieurs dimensions. Il y a l'arbre du dedans qui va être des métamorphoses, comme celles qu'on peut voir dans les métamorphoses d'Ovide où les personnages se transforment en arbres parce qu'ils fuient quelque chose ou parce qu'ils sont éplorés. Donc, tout ce dont je vous parle, c'est un travail que j'ai dû réfléchir, mais qui n'était pas conscient. C'est-à-dire, beaucoup d'artistes vont vous dire je fais ci ou ça pour telle et telle raison. En tout cas pour moi, ça ne se passe pas comme ça. Et il se trouve que j'ai besoin de créer des images, que ces images m'interrogent et que parfois, je dis bien parfois, j'arrive à les comprendre et à comprendre ce qui se joue dans ce rapport-là. Et le rapport à l'arbre, je l'ai compris il y a vraiment très peu de temps, il y a 1 an. Et donc j'ai ramené... Donc ce dont je vous parlais, c'était de cet arbre du dedans. Où il a commencé à être... c'est ce qu'on peut voir, par exemple, j'étais très inspiré par les gravures de Vézal, qui étaient une sorte d'anatomiste incroyable qui disséquait l'humain. Sauf que j'y ai mis ce qui, moi, me paraissait... Voilà, c'est une sorte de construction onirique du corps. Et ça a commencé un peu comme ça. Et au fur et à mesure, c'est devenu de plus en plus prégnant. Et donc ce sont des séries où le corps disparaît. Et ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'à ce moment-là précis où je le faisais, je ne savais pas pourquoi je faisais ça. C'est devenu des sculptures. Donc cette sculpture, elle est faite d'un vrai tronc d'arbre et de silicone. Et cette imagerie-là, typiquement par exemple ce dessin-là, j'ai été très inspiré par les reproductions de gravures, des métamorphoses d'Ovide ou même de certains passages de la Divine Comédie de Dante, où il passe dans une forêt où les gens sont métamorphosés en arbres. Il y a des gravures célèbres de Gustave Doré
qui sont absolument tombés par terre. Et ça a continué. Et je suis arrivé donc, à cette sculpture-là, qui était le pendant de ce dessin-là. À la base, ça devait être effectivement la représentation fidèle, comme pouvait l'être l'autre sculpture que j'avais faite, de ce dessin-là. Et je me suis retrouvé face à une impossibilité. C'était celle de rajouter, là, comme vous le voyez sur cette sculpture, il n'y a pas les bras. Et c'est la première fois que je me retrouve face à une impossibilité. J'étais incapable de mettre les bras, de rajouter les bras à ma sculpture. Je ne comprenais pas pourquoi. Parce que le but, le projet, en plus je travaillais pas tout seul là-dessus, donc on se sent un peu dépourvu au moment où on doit ajouter les différents éléments où les gens attendent un peu. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris ce que représentait ce corps qui se végétalisait. Et je pense que c'est le fait de ces 10 dernières années, j'ai passé une bonne partie de mon temps dans mon atelier, à travailler. 8 heures ou 9 heures par jour, assis à ma table de travail. Et je pense que le corps disparaît. Et ma façon à moi de le représenter, ce qui s'est passé, c'est que dans mes dessins, dans les besoins que j'avais, dans les envies que j'avais de représentation, l'arbre, le végétal, est venu rappeler que j'étais en train de prendre racine, quoi. Le corps disparaissait et le végétal, avec sa complexité, avec j'étais plus qu'une pensée, une tête sur une main qui travaillait, une réflexion, mais ce corps-là, il était en suspens. Et bien sûr, moi, ce qui m'a motivé aussi, c'est des œuvres comme celle-ci. C'est Le Bernin, c'est Apollon et Daphné. Et ça m'a donné envie j'ai toujours été fasciné par ce sculpteur-là et par son approche justement des métamorphoses. Et donc je l'ai traduit, c'est quelque chose de très très récurrent. J'ai beaucoup de dessins dans ce sens-là. Et ce dessin-là, qui est un dessin que j'ai exposé l'année dernière à Paris, je dirais que c'est la prise de conscience, quoi. C'est la suite. C'est-à-dire, bon, il faut que le corps puisse revenir dans mon travail, il faut que le végétal y soit, mais en pleine conscience, entre guillemets. Et c'est ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc il y a ce travail de la forêt, je dirais du dedans, et celle du dehors. Visiblement, il y en a une qui peut... elle est parfois menaçante, parfois un refuge. Elle est la personnification d'un état d'âme, quoi. C'est-à-dire le décor devient ce qui se passe à l'intérieur du corps qui pense, quoi. Et souvent, dans mon travail, il y a des citations donc ça, c'est une pierre qui est dans une gravure de Dürer, de la mélancolie. Donc chez moi, la nature et l'arbre est vraiment un personnage à part entière. Là, c'est un refuge. Et ça, c'est une île sur la Loire où il y avait, que j'ai pas mal dessiné. Il y avait jusqu'à très peu de temps qu'un seul arbre, mais il s'est fait manger il y a peu de temps par les flots. Il n'existe plus. Et ça, c'est un chemin qui porte donc le nom qui existe vraiment, qui s'appelle le chemin de Mérel, donc qui porte mon nom de famille. Et j'ai trouvé ça intéressant de l'utiliser. Et ça, c'est la tête de Mérel, voilà, qui existe, qui a été construite par des scouts dans le Jura.
Et voilà, enfin, ce que je vous disais justement sur le fait, la nature, l'arbre et la personnification d'un état d'âme, c'est vraiment pour le coup, là, présent, quoi. Ça, c'est une autre île sur la Loire. Et la dernière chose qui est en train de se développer dans mon travail, c'est l'arbre monstre. Et ce que j'essaie de raconter avec cette histoire-là, donc cet arbre absolument horrible, en fait, on a moulé cet arbre et on l'a coulé en silicone et on lui a donné l'apparence de la chair, c'est-à-dire qu'on n'a absolument rien modifié. On lui a juste donné, voilà, on a rajouté des veines, la matière est très très proche de la peau. Et ce qui m'intéressait dans cette approche-là, c'était de raconter un peu cette façon qu'on a de phagocyter la nature et l'arbre, et lui donner un petit peu un rôle secondaire. C'est-à-dire, vous avez dû tous voir dans ces parkings des petits arbres chétifs qui sont là pour faire joli, qui sont pas, enfin, on les dépouille un petit peu de leur puissance. C'est le sentiment que j'ai dans les villes, ils sont accessoires. Et ce que j'avais envie de raconter avec cette sculpture, c'était de dire, voilà, on les fait à notre image. Et voilà ce que c'est notre image, c'est ça. C'est comme si je mettais cette idée à nu et que j'essayais de dire, voilà, l'aspect, ce que cette situation avait de monstrueuse. Donc je suis en train de continuer à faire ce type de monstruosité-là dans mon travail. Voilà. Ok, donc on va passer à un autre travail, celui de Paul Pignol, où vous êtes à la fois artiste, enseignant. Oui, bonjour. Oui, je suis à la fois artiste, c'est-à-dire que je fais du dessin et de la sculpture depuis au moins. Et j'enseigne aussi à Blois depuis 4-5 années, voilà, dans l'école juste en face, avec les élèves de première et de seconde année. Et alors on va commencer, disons, par l'enseignement, parce qu'il y a ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte que les étudiants observent la nature. Je pense qu'il ne peut rien avoir, j'imagine, tu fais des dessins de la nature, enfin d'observation, etc. C'est que tout se crée, se comprend par l'observation. C'est-à-dire qu'on commence par regarder, observer, et après on peut peut-être aller ailleurs. Mais sans observer la nature, le paysage, les gens, quoi que ce soit, enfin à mon goût, à mon sens, on n'avance pas. Mais donc on regarde beaucoup ça, et alors vous pourrez peut-être, si vous allez en face, voir des structures en bois qui ont été faites, ou même ici dans le hall, par les étudiants de seconde année sur l'arborescence, où on est parti à partir d'éléments végétaux, minéraux ou organiques, sur lesquels les étudiants ont regardé un microcosme de cette matière, de cette partie, d'une pomme de pin, d'un crâne d'oiseau, d'une pierre quelconque, et ont essayé de trouver une structure de cette matière-là, de cet élément-là, et après, à partir de baguettes en bois, qui sont des baguettes de brochettes de barbecue, voilà, ont agrandi cette petite partie et l'ont développée sur un thème de l'arborescence. Alors ça a donné les structures qui sont dans le moule, etc. Voilà. Mais en tout cas, tout ça pour dire que rien ne s'est fait, ces structures qui existent parce qu'il y a d'abord eu une observation sur la nature. Après, moi, pour mon travail, je procède aussi un petit peu la même chose. Je travaille. Alors c'est drôle parce qu'on ne se connaît pas avec. C'est la première fois qu'on se voit avec Fabien, mais je retrouve des éléments comme ça sur ce que je fais. Alors malheureusement, moi je n'ai pas de réalisation de mes sculptures. Par contre, j'ai réalisé. Alors je ne sais pas où
c'était en bas, non? Ah, ça y est. Ah oui, alors c'est pas. Alors ça, c'est rien. Alors bon, oui, ça va. Mais ça, c'est des dessins plutôt organiques, alors ça que je fais d'imagination, etc. Bon, je voulais pas les montrer, mais bon, ils sont là. Enfin, je voulais pas les montrer, non pas qu'ils sont pas montrables, mais c'est un peu. Voilà, c'est ça. Voilà, celui-là, ou même le rouge, peut-être. Qui sont. Alors ça, par contre, voilà, ça a essayé de regarder. C'est une racine que j'ai trouvée dans la forêt de Fontainebleau, parce que bon, l'atelier de sculpture se trouve près de la forêt de Fontainebleau, et il s'avère que lors de la grande tempête de 89, voilà, pas mal d'arbres se sont déracinés, et malheureusement pour eux, mais alors pour mon plus grand bonheur, en tout cas, parce que du coup, j'ai beaucoup dessiné des racines, et qui m'ont permis, dans mon travail de sculpteur, alors ça revient à des choses que tu as dit tout à l'heure, qui est hallucinante, c'est que c'est comme ça que moi, grâce en observant ces racines et en faisant ces dessins-là, que j'ai pu attacher le bras à un corps humain, parce que je m'intéresse énormément au corps de la femme, sur l'origine, la naissance, la mort, etc. Ça c'est autre chose, mais bon, au début, tous mes personnages, tous mes corps humains, toutes ces femmes comme ça, très, très organiques, tous les dessins que vous avez vus juste avant, parce que je représente beaucoup le ventre, et j'ai beaucoup regardé toutes les cires anatomiques du XVIIe, XVIIIe siècle, etc. Mais il y a voilà, mais je n'arrivais pas à représenter, alors il y a deux choses que je n'arrivais pas à représenter, c'est les jambes et les bras. Alors les jambes toujours pas, mais les bras j'ai réussi grâce à ça, en regardant les arbres. C'est-à-dire que, alors l'arbre, bon, moi j'ai pas dessiné des arbres pour dessiner des arbres, c'est-à-dire qu'il y a aussi ce rapport à l'inconscient, comme ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que tout d'un coup je vais vers un arbre, je n'en sais strictement rien. Le fait que l'atelier se trouve près de la forêt de Fontainebleau, c'est un hasard, purement économique, moins cher, enfin, peu importe. Mais donc je me suis retrouvé aux abords de la forêt, comme ça, et à me promener, et tout d'un coup à dessiner des choses qui m'entourent, et ces arbres m'ont attiré, mais parce que j'ai une espèce d'incapacité, quasi maladie, on va dire, à faire ce que n'importe quel sculpteur ou dessinateur devrait faire, c'est-à-dire regarder le modèle vivant, donc à me retrouver face à une femme nue, on va dire, enfin, pour la dessiner, et l'observer comme je pourrais observer cet arbre. L'arbre ne me gêne pas, il ne porte pas de regard sur moi. Par contre, je peux le regarder avec aisance, insistance, une certaine perversité à la rigueur même, parce que ce regard accru qu'on porte sur les choses, parce que là c'est presque un dessin analytique, c'est-à-dire qu'on regarde la moindre rondeur, finesse d'une branche, d'une racine par rapport à une autre, comment la lumière se pose, etc. Enfin, c'est une espèce de folie analytique comme ça qui ne mène à rien presque à la rigueur, si ce n'est au plaisir du dessin, de la lumière, etc. Et il y a un bout d'un moment qui m'amène à comprendre comment l'épaule s'attache au corps. Voilà. Donc tout ce qui m'intéresse, il y a d'autres dessins que je n'ai pas là, mais oui, peut-être le noir et blanc, mais merci Marion. C'est celui d'après. Ah voilà celui-là. Ah oui, voilà. Alors on m'a dit, voilà, alors que j'en ai fait plusieurs, j'en ai fait une vingtaine de grands dessins comme ça. Mais il y a des. Et un jour, quand je les avais exposés, quelqu'un m'a dit, mais on dirait. Enfin, en fait, c'est une racine, je ne sais pas si vous voyez, c'est une racine qui est à l'envers. C'est une racine voilà, qui, tout d'un coup, ressemble à un arbre. Enfin, mais il y a, le tronc de ce petit arbre, que j'avais ramené à l'atelier, forme presque la colonne vertébrale, et que tout le réseau au-dessus de racines, de rhizomes, etc., on me dit c'est comme une tête, c'est comme un tissu sanguin, un réseau sanguin, etc. Et il est vrai, mais je ne me rends pas compte du coup que finalement ce qui m'intéressait dans l'arbre, c'est le côté organique de ça. C'est ça que ça fait partie de l'inconscient. C'est qu'une fois qu'on fait les choses, qu'on regarde ce qu'on a fait, qu'on comprend pourquoi on les a fait. Et au départ, quand je suis allé voir un arbre, c'est juste ce côté où je pouvais porter un regard affiné, accru, sans être gêné par cette insistance du regard. Parce qu'il m'arrive la même chose quand je suis dans le métro, ce qui est un peu gênant. Quand les gens s'aperçoivent que je les regarde, ils sont gênés, moi aussi. Donc moi, dans la forêt, je suis tranquille. C'est peut-être tout le même isolement. Voilà.
Donc voilà, pour l'instant, moi c'est vraiment un rapport organique aux choses. Soit si vous voulez, peut-être vous avez des questions en fait, et on peut continuer le débat. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions à poser? Non, parce qu'on n'est pas très nombreux, alors autant que ce soit, je sais pas, rapprochez-vous et autant que ce soit une conversation à 20. Non, pas de questions? Alors, je voudrais revenir un peu sur votre travail photographique. On a compris en fait que vous isolez un sujet, en fait, arbre la nuit, enfin, vous le photographiez la nuit pour pouvoir l'isoler d'un fond, comment il pourrait finalement nuire à la perception de l'arbre lui-même. Et que donc, ce faisant, ce qui est assez étrange finalement, c'est que à la fois vous dites que vous n'avez pas photographié les arbres et que vous faisiez finalement pas de portrait humain non plus, mais que dans votre photographie, il faut vraiment aller la voir à la bibliothèque de la Grégoire. Finalement, l'arbre est comme portraituré en fait. C'est-à-dire que en un mouvement, l'arbre est un sujet vivant en fait dans votre photographie. Peut-être vous pourriez nous expliquer ça, nous expliquer qu'est-ce que finalement votre méthode de rendre singulier un arbre, le fait de le photographier la nuit, en fait, qu'est-ce que ça produit à la fois sur l'arbre et sur votre photographie? Je voulais, après avoir entendu mes amis là, dire quelque chose qui pour moi j'en parle jamais parce que c'est tellement évident pour moi, mais en les écoutant, je m'aperçois que moi aussi, si je photographie des arbres, c'est parce que je ne peux pas photographier pas lever l'appareil photo sur les êtres vivants, sur les humains. Ça me gêne et j'ai l'impression de les gêner, de les agresser. Et c'est pour ça que je n'ai jamais fait de portrait et c'est pour ça que je me suis tourné vers des arbres qui, c'est vrai, après... Nous, on a une manière particulière de les travailler, c'est qu'on a des projecteurs, mais des projecteurs de commerce, ce pas des flashs, ce ne sont pas des trucs compliqués, hein, c'est ce qu'on trouve chez les magasins de bricolage. C'est qu'on éclaire l'arbre. Alors au début, la technique était peut-être pas terrible, c'est qu'on essayait de les éclairer branche par branche. On partait du tronc et on partait des branches. Et là, il s'est avéré que si on oublie, si on n'est pas très concentré, il y a des parties qui ne sont pas bien éclairées, d'autres qui sont plus éclairées. Donc on est parti sur un système de quadrillage, c'est-à-dire qu'on fait un quadrillage de haut en bas et horizontal, ce qui permet d'avoir une régularité dans l'éclairage. Alors il y a ça. Ça, c'est la manière de faire sortir le sujet. La deuxième chose, c'est que comme j'ai des pauses très longues de 8 minutes, j'ai toute la voûte étoilée, quand on peut la voir, hein, quand on est en altitude, on le voit facilement, quand il fait beau, c'est que toutes les étoiles, pendant ces 8 minutes, ont bougé. Et sur un dessin, enfin sur une photo de 50 cm de haut, ça fait quand même des petites allumettes qui font 3 cm de long. Et c'est énorme en fait, hein, de voir que au sol, on a un arbre qui est bien planté dans le rocher, un tronc assez énorme, bien solide, qui ne bouge pas, et avec cette pause qui est longue, s'il y a du vent, alors à ce moment-là, tout le haut-pied se met en mouvement, et on a des flous magnifiques, on a des flous qui sont circulaires, on a des flous qui balayent. C'est la technique qui nous a permis ça, et c'est le fait de se retrouver la nuit devant ces arbres. D'abord, il y a une impression bizarre, c'est que les premières fois, alors en même temps, bon, on est un peu blasé, ça le fait moins, mais j'ai l'impression de déranger l'arbre quand on arrive. On croit qu'il y a un projecteur sur un être qui est en train on a l'impression qu'il dort, là. Je ne sais pas ce qui se passe, mais cette impression de déranger, c'est
D'abord, on y va sur la pointe des pieds, on chuchote, et puis on est seul dans la forêt. Hein, c'est une impression très très bizarre. Il y a cette impression-là, et c'est l'impression d'être en face, puisque je ne peux pas photographier les humains, d'être vraiment devant un être vivant qui bouge, qui est là depuis longtemps, qui va y rester encore longtemps, j'imagine, parce que des oliviers sont là depuis plusieurs centaines d'années, vont y être encore assez longtemps. C'est ce rapport-là qui m'intéresse entre le végétal qui ne devient plus un végétal, qui devient vraiment quelque chose de vivant, comme si c'était, je pouvais parler à mon frère ou à mon cousin ou à un voisin. Je crois que c'est pareil, on n'a pas. C'est venu tout doucement, on a décidé de faire les arbres parce que, bon, il y a eu une production par un musée qui nous a demandé de travailler, puis après on s'est pas tellement pris au jeu, mais c'est devenu quelque chose de sérieux. On a mis toute notre technique d'abord de photographe, et puis après tout notre amour de l'arbre, c'est devenu un rapport particulier qui s'est établi entre ces arbres, ces oliviers, ces genévriers, les cerisiers, enfin tout un tas d'arbres qui nous semblent... Et c'est vrai qu'on ne choisit pas n'importe quel arbre, d'abord il y en a des milliers, mais une fois qu'on a choisi une espèce, on s'y tient et on essaie de développer un travail à assez long terme. Mais je ne sais pas trop si j'ai bien répondu à la question. Et est-ce que le fait de photographier la nuit ces arbres ne crée pas aussi, avec la nuit, je dis que ça fait comme un écran noir, et en fait, il n'y a pas de fond, enfin c'est un fond sans fond, Oui. sans perspective. Ouais. Et ça ne devient pas un peu comme une scène de théâtre, une scène fantasmagorique? Oui, mais moi je dis toujours surnaturel que déjà, j'ai toujours mis ma manière de travailler comme si je crée une pièce de théâtre, mais j'ai un sujet qui est choisi, qui est là, ou qui peut être un monument, hein, et j'ai le décor qui est derrière, qui peut être un désert ou simplement le fond de la nuit. Alors, j'essaye toujours de trouver un décor pour placer mon sujet. Hein. Et j'ai une manière de travailler aussi, je ne travaille pas avec l'appareil photo. Je travaille avec un cadreur de cinéma. C'est-à-dire, je cherche mon cadrage. L'appareil est dans un coin, il est lourd, c'est du moyen format. Et voilà, c'est un petit cadreur, un petit truc de cinéma que les cinéastes ont autour du cou, là. Je cherche mon cadrage comme ça, ce qui me permet d'abord de ne pas me fatiguer, de ne pas porter l'appareil, et d'éliminer toutes les photos que je pourrais faire en me disant je vais la faire, on ne sait jamais, ça pourra servir, je vais trier, je vais sûrement en trouver une bonne dans le tas. Hein, c'est-à-dire que sur un sujet, je fais 20 photos. Quand je travaillais sur la Méditerranée, j'allais sur un site archéologique, je faisais 20 photos, 30 photos, mais c'est tout. Toutes les autres, c'était des photos virtuelles que j'avais faites, mais que j'avais éliminées parce que je savais que je les avais déjà faites, que ça ne m'intéressait pas. En argentique, oui. Et donc ce décor, je ne sais pas, moi je suis à l'aise la nuit, hein. J'ai fait du scoutisme, si on en parlait tout à l'heure, j'ai fait du scoutisme, on a fait beaucoup de jeux la nuit, je me baladais, la nuit, entendre les animaux, la nuit noire, personne, être loin de tout, enfin je peux dire qu'on est vraiment à l'aise, hein, et on va dire même pas peur, quoi, hein. C'est le fait d'être à l'aise dans le théâtre, quoi, hein, ça permet, je pense, d'avoir un travail qui est plus... Le fait de ne pas avoir d'angoisse, d'être bien, eh bien, on peut se consacrer vraiment au sujet, se concentrer. Comment ça se fait que la nuit ne vous angoisse pas finalement? C'est plutôt l'inverse. Moi, je le rejoins là-dessus, c'est que j'ai passé aussi des nuits dans... Alors, c'est étrange. Mais je me souviens que le contact d'un arbre me rassurait. J'ai ce souvenir très fort de cette petite angoisse qu'on a quand on est dans la forêt la nuit, parce qu'on ne voit même plus le ciel. Et le contact de l'écorce, de l'arbre, moi, me rassurait. Je rejoins là-dessus.
Enfin, parce mais bon, et alors, voilà. Mais c'est vrai que je ne suis jamais allé la nuit dans la forêt. J'ai toujours dessiné les arbres de jour, et c'est vrai qu'il doit y avoir une présence absolument mystérieuse. Mais c'est vrai que dessiner la nuit, c'est un peu complexe. Flash. Oui, c'est vrai. C'est très étrange. C'est très très étrange. On a d'un seul coup, il y a un truc. Enfin, on parlait du physique. Tout est à plat. C'est ça. Mais alors justement, je ne travaille pas au flash. Non, Parce que le flash va éclairer les premiers plans beaucoup plus fortement que les... Je pense pas que ça crée des images intéressantes. Je sais pas, moi j'ai jamais essayé, mais ça peut... C'est intéressant en pleine nuit, le flash, de se mettre sous un arbre et de voir la complexité des branchages, la marque, un peu plus assez agressive. Mais là, je ne peux pas me maîtriser. Là. Moi, je suis le gars à maîtriser tout. C'est-à-dire, je fabrique mes produits chimiques, je tire moi-même, vous voyez, et donc je veux tout maîtriser. Donc la lumière, je veux la maîtriser aussi. Et le flash va, ne pourra pas aller m'éclairer une petite feuille qui est un peu derrière. Il y a une expérience que j'ai faite avec, avec les étudiants de seconde année quand on va dessiner les arbres, justement, parce qu'il y a ça aussi dans l'exposition. Enfin, à l'école en face, je leur ai fait dessiner cette année une vingtaine de dessins d'arbres d'observation. Et on était, par exemple, au cimetière de Blois, il y avait des arbres absolument magnifiques. Et à bout d'un moment, j'ai mis les ailes, parce qu'on regarde toujours l'arbre de face. On se met face à l'arbre et on le dessine plus ou moins près, l'écorce, dans son entier. Mais à bout d'un moment, j'ai fait allonger les étudiants au pied de l'arbre, la tête près du tronc, pour regarder le feuilletage, et ils devaient dessiner justement toute la perspective du tronc, toutes les branches comme ça. C'était, mais une expérience même pour eux, du coup, du positionnement, de se retrouver déjà à terre, près de l'arbre, et puis de voir l'arbre dans un autre sens, quoi, la tête à l'envers, est assez envoûtant de regarder toutes ces branches de bas en haut. Oui, Fabien, ce qu'il y a finalement d'assez émouvant dans votre travail, au-delà de la grande qualité de votre dessin, c'est comment l'arbre prend en charge vos sensations, vos émotions, vos peines, vos joies. Donc ça, c'est un premier point peut-être sur lequel j'aimerais bien que vous puissiez parler. Et puis la deuxième chose, c'est que si on relit finalement le découpage que vous avez fait, si on relit l'arbre de l'intérieur, où là on voit un corps qui se végétalise, et le dernier point, l'arbre monstre, où on voit pour le coup comme un arbre qui s'humanise, en fait, donc on a un peu c'est quoi finalement la question que je vous pose, c'est ça, c'est que faire finalement de ces corps qui se croisent, comment, pour être soit l'un soit l'autre, quel est notre rapport, enfin, en tout cas quel serait le vôtre à la nature, c'est-à-dire voilà, est-ce que on a par exemple dans la première partie on a des extensions, enfin on peut le voir comme ça aussi, c'est-à-dire vous le voyez, vous le présentez comme un corps qui s'amenuise petit à petit, mais on peut aussi le voir comme une extension. C'est une croissance, mais c'est une croissance depuis un point. Mes dessins, ce sont subitement, pendant 2 ans, mes dessins étaient faits de beaucoup de mouvements. Le mouvement a disparu. C'est un autre mouvement, c'est le fait de croître depuis un point. Dans mes dessins, tout était en mouvement, le corps était en mouvement. Et il y a eu un petit peu cet arrêt-là. Moi, j'ai une manière de travailler qui est un peu différente. En fait, j'ai besoin de support photo, mais ce que vous décriviez justement, cette façon de ne pas avoir ce rapport direct, de ne pas pouvoir dessiner exactement un être humain ou autre chose, je l'ai. Et ma façon de faire,
c'est de prendre la photo qui ne dure qu'un instant. Et il y a aussi l'autre chose qui est très gênante pour moi, c'est que j'aime bien m'attarder sur chacun des détails. Et si j'ai face à moi un homme ou un arbre, il me faut en fait rentrer dans l'atelier. Et dans l'atelier, je suis avec mes images, je compose avec mes images, et je pars de là et je fais ces dessins-là. Donc le rapport que je vais entretenir avec l'arbre, c'est celui de pouvoir me dire, j'ai le temps, j'ai tout le temps, de pouvoir tout décrire, de pouvoir tout... Alors, à la fois c'est un plaisir, et à la fois on ne sait plus où s'arrêter, et ça devient quelque chose de complexe. Ça devient, et c'est en ce sens que je pense que les branches, les racines se font au fil de la pensée, où en fait on devient ce qu'on est en train de dessiner. Et la solution à ça, entre le corps qui s'humanise et le corps qui se végétalise, je pense qu'il n'y a pas de solution. Je pense que la solution, c'est de le comprendre. C'est-à-dire, et c'est ce qui m'arrive, je l'ai compris. Donc, je vais maintenant faire des dessins ou faire des œuvres avec cette compréhension-là, et peut-être que j'en retirerai un propos ou je raconterai quelque chose de peut-être plus pertinent. Parce que ce qui s'est passé ces dernières années, c'était que c'était tout azimut. J'avais ce besoin-là, c'était un besoin, le besoin de représenter ce corps qui croit, mais qui croit d'une certaine façon. Et là, ce qui devient intéressant, c'est que dans les derniers dessins notamment, je le fais croître, mais je sais ce que j'ai envie de raconter. J'utilise la branche en lui donnant un emploi, une fonction, ce qu'il n'avait pas avant, ou ce qu'il avait mais que je subissais. Donc je dirais qu'il n'y a pas vraiment de solution, il y a cette fascination que je vais avoir pour l'arbre, il y a cette envie aussi de le faire bouger différemment. Je vais faire une sculpture mécanique, où en fait ce sont des arbres, ces arbres qu'on voit en hiver, qu'on a taillés, et dont on a le sentiment qu'ils n'ont plus que des moignons au bout. C'est souvent, on voit sur les marronniers, oui, on le voit sur les marronniers ou même sur les platanes, ils sont taillés à l'extrême, et donc il n'y a plus que des sortes de... Ouais, voilà, c'est dans les cours d'école et dans les hôpitaux. Et en fait, l'envie que j'ai, c'est de le faire bouger, mais comme le ferait un boxeur. Parce qu'au bout, moi, le sentiment que j'ai quand je les vois, c'est à la fois quelque chose... Et pour dire, on est dans l'arbre monstre, c'est de dire, l'arbre, on le détruit, on en fait ce qu'on en veut, mais qu'est-ce qui se passe si demain l'arbre devient menaçant? Parce qu'on n'a pas ce rapport-là à l'arbre. L'arbre, il est là, il est cette figure tutélaire, il est menaçant dans les contes, mais de fait, c'est plutôt nous qui le menaçons, c'est plutôt nous qui l'asservissons. Et là, cette idée de faire cet arbre, donc il y aura tout un tas de branches qui deviendront un peu menaçantes, mais vraiment ce geste du boxeur avec l'arbre qui partira comme ça, moi, ça répond à cette autre problématique-là. En fait, tous les moyens sont possibles. La mécanique, la sculpture, le dessin, pour vraiment répondre à cette fascination. Parce que en fait, il n'y a rien d'autre à la base pour moi qu'une fascination. Quand je vois où je suis dans la campagne, j'ai pris le train, j'ai vu les arbres dans le train, c'est comme si je voyais quelque chose que moi, j'ai pas besoin d'un autre spectacle. Je trouve que c'est fascinant. À chaque fois, je suis étonné. Contrairement à vous deux, c'est-à-dire que moi, je me sers absolument pas de la photo. C'est-à-dire qu'il y a deux travaux, il y a ceux-là qui sont faits d'après nature, on va dire, et puis il y a, alors donc, du coup, puisqu'ils sont là, les dessins plus organiques, voilà, par exemple celui-là, qui évidemment ne sont pas faits d'après nature, je n'ai pas dépecé une jeune fille, pas encore. Mais cela dit, les deux sont liés à la rigueur, parce qu'il y a, si je vais travailler à l'extérieur en regardant le sujet, la racine, l'arbre, parce que voilà, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, je veux pas être figé derrière par une image photographique qui m'obligerait à reproduire l'image photographique.
C'est-à-dire en allant dehors et en regardant justement cet arbre, ces branches qui changent dans les 2-3 heures dans lesquelles je travaille, par la lumière, par le nuage qui passe, par le soleil qui disparaît ou qui réapparaît, etc. Il y a une... Et ben voilà, il devient aussi vivant par ce biais-là. Il bouge. Et c'est toute cette mouvance qui me permet aussi de trouver aussi d'autres tonalités. Parce que ce n'est que ça, finalement. C'est trouver des nuances de gris, de noir, de savoir comment la lumière se pose sur telle ou telle branche, petite brindille, etc. Qui me permet, après, une fois que je suis dans l'atelier, pour faire ce genre de dessin d'imagination, où, évidemment, je n'ai pas d'organe étalé devant moi. Je ne pratique pas encore le vaudou, mais il y a mais ça me permet, du coup, ayant compris, enfin, à l'extérieur, en ayant été à l'extérieur, comment senti les variations de gris, de nuances, etc., qui me permet, une fois à l'atelier, de m'isoler, parce qu'il y a une espèce de sérénité totale aussi, de se retrouver, ce dont tu parlais, devant ces arbres complètement immobiles qui sont, alors évidemment, une fois quand on a lu un peu Jacques Brosse, et qu'on se dit, tiens, ce sont des dieux réincarnés sur Terre, et que dès que je regarde un arbre, je vois un être divin. Mais bon, je ne pense pas à ça, mais on dit ça après, mais il y a une présence comme ça qui calme, qui est très sereine, qui est importante. Je vais peut-être essayer de vous repasser le micro, si vous voulez bien, parce que parmi vous, quelqu'un a une remarque, une question? Non? Alors, Paul, ce qui est étonnant, c'est que à la fois vous êtes capable de peindre l'intérieur en fait d'un ventre féminin, mais d'être incapable en fait de dessiner, enfin de peindre, de dessiner, je pense, dessiner, pardon, l'intérieur d'un ventre féminin, mais être incapable en fait de dessiner. Oui. Peut-être vous pouvez. Écoutez, docteur, je ne sais pas. Il y a... Vous pouvez nous expliquer cette étrangeté? Non. Mais je crois, ce qui me gêne, il y a d'autres choses. C'est le regard, tout simplement, le regard de la personne. Enfin, il y a quelque chose, le côté indécent. Le côté indécent, mais indécent, et puis insaisissable surtout. J'adorerais regarder la moindre parcelle de peau m'approcher et tout ça, mais en même temps, voilà, puis malheureusement ou heureusement, c'est que cette personne n'est pas capable de rester 3 heures immobile. Là, au moins, ça c'est un grand problème. Et moi-même, je suis pas très sage. Donc je suis incapable de regarder pendant 3 heures. Enfin, elle est tout simplement, le nu est incapable de rester, quoi. Donc il y a une espèce, et puis l'arbre m'apporte une sérénité. Alors pourquoi l'arbre n'est pas là comme Cézanne, justement, alors c'est ce côté inconscient que j'ai compris après qui me ramène à l'aspect organique de l'arbre. Parce que je pourrais regarder des pommes, des poires, d'autres choses, enfin, voilà. Mais c'est pas des animaux, par exemple. Oui, mais enfin, ça bouge beaucoup. Ou alors compagnie. Non, quand il dort. Quand il dort, oui, mais ça ne dort jamais assez longtemps. Ah, oui, ça dort longtemps. Un chat, oui. Moi j'ai dessiné des chats, etc. Mais c'est vrai que c'est pas la. Mais je crois que c'est lié inconsciemment à cet aspect organique de l'arbre, du végétal. C'est indéniable. Enfin, même, enfin, quand on voit ça, mais j'y pense pas, mais c'est avec la discussion de ça, c'est que ces arbres monstres, ces arbres têtards, etc., ces escroissants. Ah, mais comment ça s'appelle? Vous savez qu'il y a des troncs d'arbres qui le liège, le gros bouton qu'on voit sur les platanes. J'ai beaucoup, mais c'est lié à ça, c'est parce que j'ai regardé aussi ces espèces de tumeurs de l'arbre qui me font penser à une panse
Je te l'ai dit, j'ai regardé les intérieurs de poissons. Mais c'est voilà, tout d'un coup, je pense à ça. C'est proche de l'algue. Ah, il y a un côté méduse aussi. Oui, il y a un côté aquatique. Le corps, l'intérieur du corps est complètement aquatique. Mais tout ça y est. Alors évidemment, je préfère regarder ça que. Enfin, ça me sert beaucoup plus sur mon travail après de sculpteur, sur l'origine, la naissance, qu'avant les femmes, etc. En tant qu'être donnant la vie. Ça, en fait, c'est la vie. Quoi. Voilà, c'est la vie. Mais je préfère regarder ça que des pommes. Et donc, l'arbre a été pendant des siècles un sujet, une source d'inspiration. Chez vous, en fait, il est à la fois source d'inspiration aussi, mais c'est une sorte d'ersatz de la figure humaine, en fait. Est-ce que c'est un palliatif? Est-ce que c'est Palliatif à quoi? à la figure humaine, justement, en fait. À la figure humaine. La seule figure humaine que j'ai pu dessiner, mais c'est pareil, parce qu'il était présent, il pouvait rester immobile pendant longtemps, sans m'emmerder, c'est moi. J'ai fait des autoportraits, beaucoup d'autoportraits devant des miroirs, mais pareil. Alors, parce que c'est ça qui est. Enfin, c'est regarder la chose au point qu'à la fin, elle est amenée à disparaître. C'est-à-dire que ce n'est plus un arbre, ce n'est plus un visage, ce n'est plus. Voilà, bon, voilà. C'est un jeu de forme, d'ombre, de lumière, et le sujet, finalement, à la fin, n'importe plus du tout. C'est peut-être la même chose pour vous. La nuit, la lumière fait que ce n'est plus un arbre. C'est autre chose. Le sujet, ça peut être un monstre, c'est un être surnaturel. Je crois que votre isolement dans la nuit est lié à ça aussi. Peut-être que le sujet va disparaître, je ne sais rien, mais c'est pouvoir regarder la chose pour essayer justement d'avoir une transcendance, de dépasser le sujet. Voilà. Ce n'est plus l'arbre, c'est l'arbre en tant que. Oui, c'est comme ça qu'il devient humain, présence, organisme, faisant partie du vivant, etc. Mais c'est dépasser le sujet. Là, vous photographiez un certain type d'arbre plutôt que d'autres. Pourquoi cela? Pourquoi l'olivier, par exemple, plus que le chêne? L'olivier, moi je suis méditerranéen, alors l'olivier pour moi c'est pas le chêne, enfin à la Méditerranée c'est pas tellement le chêne, pour moi c'est l'olivier. En discutant, là, c'est vrai que je m'aperçois qu'on prête après aux arbres des sentiments humains ou des attitudes humaines, et je pense que l'olivier représente bien, pas un peuple, mais tous les peuples de la Méditerranée. Ça a nourri les peuples, ça les a éclairés. On s'est servi de l'huile d'olive pour les Romains, on fait ça, on fait énormément d'olivier en Espagne et pour ramener de l'huile sur Rome. L'huile d'olive avec laquelle on fait à manger, enfin nous on s'en sert énormément. Pour moi c'est l'arbre, je pense que l'arbre pas qui me correspond, mais qui correspond à l'ensemble du bassin méditerranéen. Alors, moi je ne pouvais pas passer à côté. C'est pour ça que j'ai commencé à travailler sur le genévrier turifère qui ne savait pas trop ce que c'était, cet arbre-là un peu bizarre. Qui s'appelle Porte Ensemble, et pour moi ça n'avait pas trop de résonance. Et c'est pour ça que j'ai glissé directement sur l'olivier, parce que pour moi c'était évident que c'était l'arbre sur lequel je devais travailler. C'est pas très compliqué, enfin, ça se fait tout seul, quoi, ce glissement-là, c'est fait. Bon, puis c'est vrai que j'ai vu des travaux sur l'olivier autour de la Méditerranée, et des travaux de jour par un ami photographe, et c'est suivi. Je suis parti un petit peu de ces lieux pour trouver après des vergers d'olivier. Enfin, c'est quelque chose de simple en fait, il n'y a rien de compliqué. Mais c'est vrai que on prête, après ça devient un personnage à part entière, c'est pas
dans le choix des oliviers, j'essaie de ne pas y trouver trop de mettre de formes anthropomorphes ou zoomorphes. Hein. Je vais essayer d'avoir de la distance. Ça serait facile. Il y a tellement de montres qui sont générées hein, par ces écorces, par les tailles successives, que je veux aussi garder je n'ai pas envie que les arbres fassent peur aux... Ils font déjà assez peur comme ça par les voir, par la masse, par l'imposante stature ouais, c'est une bête. Hein. On peut l'appeler comme on veut. Hein. C'est une bête, c'est un animal, c'est un... L'extérieur n'a rien d'humain. C'est simplement les sentiments qu'on peut lui apporter, lui prêter, qui par notre imaginaire, qui nous amène à penser ça. Mais du coup, vous choisissez des arbres jeunes, plus jeunes? Non, très vieux. Très vieux. Ouais, très vieux. Parce qu'on a le sentiment, quand ils sont très vieux, qu'ils ont justement plus d'expérience déjà. D'expérience. Ouais, non, mais pour moi, c'est un copain, quoi. C'est un ami quoi, à qui on vient rendre visite. Ouais. Non, on cherche justement les plus énormes. On va assez loin, on va dans les Pouilles, en Sicile, on va... Donc ils ont 2000 ans, quoi. Oh là là, c'est magnifique. Et c'est la Méditerranée, quoi. Vraiment, c'est la base de ma civilisation, sur la Méditerranée. Et vous avez dit de la photographie, est-ce que c'est pas aussi parce que c'est un art à la mesure, ne pas, pour la photographie, en fait, vous avez d'avoir un rapport temporel. Oui, c'est ça. Comme c'est un portrait, donc je ne veux pas avoir un portrait haut, c'est-à-dire tout est composé de la même manière. Hein. C'est comme un portrait à la part américaine où on ne voit rien, on ne voit pas de sourire ni rien, c'est-à-dire l'épaule, le niveau des épaules représente le verger, le sol du verger, le tronc c'est le cou, et après on a les pieds qui est la tête. Mais je me débrouille toujours pour mettre toujours le même rapport, comme si c'était mesuré au cordeau, la hauteur, la largeur, ça doit rentrer ça doit remplir le cadre d'une certaine manière et pas d'une autre. Parce que je veux dire, c'est que comme il y a pas autant de l'homme, il est vraiment sujet parce que je prends l'entièreté du cadre. Voilà, c'est ça. Oui. Voilà, c'est moi qui. Oui, je décide. On ne prend pas, non, on prend pas. J'ai fait bien attention que il rentre un maximum, il ne me manque pas de souhait. Quand on fait des portraits, des fois on dit oh c'est raté parce qu'il manque les pieds, bon, on essaie de tout mettre. Et les pieds, le dernier cheveu. Voilà, ouais, bien, il faut qu'il soit imposant, que l'image soit imposante, hein, qu'il impose du respect. Voilà. Vous arrivez de photographier plusieurs fois le même arbre Oui, sur l'autre? oui. Ah non. Le même arbre peut avoir plusieurs prises de vue sur le même arbre. Plusieurs points de vue du même arbre, ils sont tellement gros. Du coup, vous travaillez l'été, que l'hiver la nuit? Non, mais la nuit c'est mieux pour nous de travailler l'hiver parce que la nuit se couche plus vite et nous on peut se coucher plus tôt. Ouais, ça c'est important hein, parce que c'est un travail assez fatigant. Et c'est mieux de commencer à 6 h, de se coucher à 11 h, plutôt que de commencer à 10 h, de se coucher à 2 h du matin. Il y a des problèmes de tendance, enfin c'est un effort, c'est un travail, on va travailler. Moi j'ai jamais d'appareil photo sur moi, j'aurais l'impression d'aller travailler dans les bureaux. Donc ce sont des campagnes de prise de vue qui sont réfléchies, documentées, on ne va pas n'importe où, on cherche des associations, on cherche des communes, des collectivités locales qui peuvent nous recevoir. Il y a des arbres en plus. Moi je me suis associé à ces associations-là. Oui. Ces arbres, par leur vie, j'ai découvert des arbres incroyables. Voilà. Il y a des arbres à prière, je pense. Est-ce que vous avez, vous, des essences particulières dans vos dessins Moi, c'est le pain maritime. Ah oui. Ouais. Le pain maritime que j'ai. Et l'homme, est-ce que
pas pris un peu maritime parce que ça ne collait pas. Ouais. Mais le dessin c'était un peu. Ouais. Alors vous dire pourquoi, je ne sais absolument pas. Moi je suis de la Méditerranée. Peut-être il y a ça, mais j'aime bien cette idée de cet arbre qui pousse dans la montagne, qui peut pousser n'importe où et qu'on peut voir sur les cimes. J'ai cette sensation, puis c'est très, très étiré. Puis quand on rentre dans une forêt de pins, il y a l'odeur, il n'y a rien au sol, rien ne pousse au sol, il n'y a que les épines. C'est assez incroyable. Il y a une densité en haut avec toutes ces branches et toutes ces épines, et il y a une densité en bas avec toutes les épines qui sont en bas. Et ça. Donc on a l'impression d'être dans une construction architecturale. Quoi. Ouais. On a une question, Oui, Christophe Toquin, photographe, et j'enseigne à l'école de la nature et du paysage à côté. Pour rebondir un peu sur les propos de Daniel Ceccarelli, là, est-ce que vous pourriez préciser un petit peu, ça s'adresse aux trois, comment se passe la relation aux arbres que vous choisissez comme sujet? Parce que par exemple, j'ai en tête le travail de Gilbert Fastenekens, notamment avec sa série Nos, qui était réalisé dans une forêt des Ardennes, qui était le site d'un ancien conflit de la Première Guerre mondiale, où c'est une forêt très 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 dense, et il a fallu qu'il y aille de nombreuses fois, et la séance de prise de vue, très souvent, se décomposait avec 1 à 2 heures d'attente sur site, simplement pour se laisser, pour s'imprégner du lieu, et pour attendre que finalement ce soit le végétal qui vienne à lui et qui s'exprime. Et c'est pour ça d'ailleurs que sa série s'appelle Nos, puisqu'en fait c'est une sorte de relation qui se tisse entre deux entités que sont cette forêt et lui-même. Et donc à votre niveau, c'est-à-dire qu'effectivement on sait aussi que la tentation chez l'artiste peut être toujours très très forte de vouloir s'imposer à son sujet. Donc comment se passe cette relation entre le sujet et l'artiste, d'autant que comme ça a été expliqué déjà plus d'une fois, l'arbre peut parfois être là bien avant la personne qui va le représenter et être présent bien après lui également. Oui, la prise de vue ne commence pas quand je suis sur place devant l'arbre. Elle commence bien en amont, des mois avant. C'est-à-dire pas la préparation. Comme on travaille la nuit, c'est pénible, on a besoin de faire, on fait 10 images par nuit. 10 images par nuit, ça nous fait 2 heures, 2 heures et demie. Mais pour en arriver là, il faut pour arriver à faire 10 images dans un lieu, il faut qu'on soit certain de pouvoir les faire. Donc on prépare bien en avant, en prenant contact avec des associations, comme je disais tout à l'heure, des communes, pour avoir des vergers qui soient denses. On garantit que sur un hectare, il va y avoir 40 arbres qu'on pourra photographier. À ce moment-là, on y va. Donc la relation, elle se fait avec l'arbre, elle se fait bien avant. C'est-à-dire quand on est sur place, après c'est simplement un émerveillement ou alors une déception parce que les arbres ne nous plaisent pas, mais c'est quand même quand ça marche, c'est un émerveillement de se balader après dans la journée dans le verger pour pouvoir faire des repérages. Ça se passe comme ça. On n'attaque pas mis en tête comme ça. Donc on va faire un repérage avec ce que j'expliquais tout à l'heure avec mon cadre de cinéma et on cherche les cadrages possibles par arbre. Et on met des rubans, on prend des rubans de travaux publics là, qu'on peut retrouver la nuit parce qu'on a eu beaucoup de mal à retrouver. Au début on mettait des petits tas de cailloux, mais dans les champs il n'y a que des tas de cailloux. Enfin bref. Ça a eu du mal. Bon, la relation avec le sujet, elle se bâtit comme ça, doucement. Et après, bon, on vient la nuit et on vérifie que l'arbre qu'on a choisi dans la journée va correspondre à ce qu'on cherche. Et à ce moment-là, on se met à faire la prise de vue. Fastenekens, je le connais bien, on a bossé ensemble. On ne travaille pas de la même manière. Moi, j'ai pas besoin de rester 3 heures sur place pour m'imprégner du paysage. Non, je m'y imprègne des semaines, des mois à l'avance.
Et après, alors attention, bon, c'est de la photo, c'est pas du dessin. Alors, malgré la maîtrise qu'on ait du sujet, de la technique, tout ça, il y a des catastrophes. Quand on développe, on s'aperçoit que c'est l'arbre dans lequel on avait mis tant d'espoir, ça ne colle pas du tout, parce que d'abord, ou c'est mal éclairé, ou il y a. Enfin bon, le sujet ne nous plaît plus, il est dépassé par d'autres qu'on n'avait pas estimé. C'est ça, la photo, il y a aussi une surprise. On peut tout maîtriser, mais on ne maîtrise pas jamais rien. Et encore, je fais très très peu de photos. Enfin, je fais des photos qu'à coup sûr. Je ne fais pas 2 fois le même pour en me disant si j'ai raté la première, je vais faire la deuxième. Non, alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Oui, c'était général pour avoir vos avis. Hein. Moi, c'est plus un travail de rodage. C'est-à-dire, je rôde autour par exemple, il y a des îles juste à Tours où j'habite, enfin, sur la Loire, et je vais avoir des sortes de coups de cœur, quoi. Et puis, je vais repasser devant, et puis, voilà, il y a le jour où j'ai besoin de moi, de ma prise de vue. Il y a un dessin que j'ai fait qui est donc une île. Sur l'arbre monstre, Ah oui. en arrière. Tac. Table ronde. Voilà, typiquement cette île-là, je suis passé devant une centaine de fois en me disant je vais la faire, quoi. Je vais le faire. Et puis on se dit ouais, mais ça va être long. Est-ce que je vais y arriver? Puis il y a un jour où je dis à ma femme, écoute, va falloir que tu me prennes en photo là parce que j'aimerais me faire sur une île, quoi. Et donc il faut traverser la Loire, se mettre sur l'île, ma femme en haut d'un pont qui photographie, et puis ce qu'on a, le matériau qu'on a, enfin pour ma part, et puis mon entourage n'étant pas photographe, c'est jamais un matériel. Il faut que je recompose. C'est jamais bon. C'est-à-dire, c'est un ensemble de plusieurs images. Donc, on s'éloigne un peu du sujet, finalement. C'est pas le sujet tel que je le voulais, c'est le sujet tel que je l'interprète. Mais il y a vraiment ce dont vous parlez, il y a ce compagnonnage avec ces arbres, il y a le fait d'aller les voir plusieurs fois. C'est pas loin des Beaux-Arts, c'est vraiment pas loin du tout, quoi. Et ce qui est intéressant avec ces îles-là, et le fait de reproduire ces îles qui ont juste 1, 2 arbres dessus, c'est que le sol sur lequel ils sont ancrés n'est jamais le même. La Loire monte ou elle descend. Donc je vois jamais la même chose. Donc j'ai toujours envie, enfin, il y a par exemple celle-ci, dernièrement, enfin, c'était il y a 2 mois, il y a eu un brouillard incroyable, je suis retourné tout de suite avec mon appareil photo là-bas pour aller photographier l'île. La Loire avait monté, donc tout ce que vous voyez en dessous, ce côté un peu sablonneux, tout avait disparu, il y avait juste les 2 arbres, et totalement isolés, c'est-à-dire il n'y avait rien autour. On n'arrivait plus à discerner ni la Loire, ni le ciel, ni rien du tout. Là, on était vraiment dans l'isolement dont vous parlez. C'était, pour moi, magnifique. Je n'aurais rien eu à dire de plus que la photo. Donc moi, ma place, elle est quand j'ai quelque chose à dire de plus. Je ne suis pas photographe. La qualité de mes photos, je vous assure, c'est pas ça. Voilà. Et tu dessines jamais tu vois sur le brouillard, tu vas pas avec un appareil, tu vas pas avec un carnet. Ouais, parce que je suis, comment dire, ce que tu décrivais, le fait que les choses changent, et en fait, je préfère le vivre que d'être avec ma feuille. C'est-à-dire, je vais m'imprégner de la chose, je vais me dire, je vais le vivre pleinement. Alors, j'ai ma petite photo qui vaut ce qu'elle vaut, et après, je suis dans l'atelier et je me dis, je vais peut-être réussir à retranscrire un petit peu ce que j'ai réussi parce que j'aurai le temps. Parce que
quand je suis face à ça, je me dis, mais ce que tu décris, je trouve qu'effectivement, il y a cette valeur ajoutée, c'est un mauvais mot, mais ce petit plus qui fait que tu vas avoir, je pense, dans ton dessin, une sorte de mouvement, d'impermanence, et qui crée cette sensibilité-là, que dans mon travail, effectivement, mon travail est plus net, plus précis. Mais, ouais, c'est mon rapport aux choses. Ce rapport du dessin à la nature, moi j'ai l'impression justement que j'ai l'impression justement que le fait de se retrouver face au sujet et de le dessiner, même si dans une heure le brouillard se dissipe, et évidemment on n'est plus, c'est une autre atmosphère, c'est une autre ambiance. J'ai l'impression que on voit mieux les choses quand on les dessine que quand on les regarde, même si on est encore contemplatif, on peut s'imprégner d'une manière un peu romantique, ce qui n'est pas, je passe plus de temps à regarder qu'à dessiner, parce que c'est fatigant de dessiner. Donc, il y a c'est hyper fatigant. Mais il y a surtout dehors, dans le froid, mais il y a justement de dessiner, d'être dehors et de dessiner vraiment son sujet. Oui, j'ai l'impression qu'on le capte mieux, mais en tout cas pour moi, Je pense que on capte des choses différentes. Moi, j'ai fait beaucoup de... Je suis parti en Chine, et pendant 4 mois, j'étais dans les montagnes avec... j'apprenais la peinture traditionnelle chinoise, ça faisait partie d'un cursus... c'était un échange, quoi. Et je me suis retrouvé vraiment dans la montagne, et pour le coup, à dessiner vraiment... Et effectivement, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que ce que j'ai produit à ce moment-là, comme image, n'était pas du tout la même chose. Et je n'essayais pas de reproduire ce que j'avais en face. J'étais justement dans un autre rapport qui était peut-être plus nerveux, plus déconstruit. Et ça, pour moi, ça a autant son intérêt. Mais je pense que c'est des phases où on a besoin, voilà. Moi, je raconte une histoire. Enfin, dans ce que je vais faire, c'est plutôt assez, c'est assez narratif. C'est un fil que je tire et tout. Donc, parfois, j'aime être dans le ressenti brut, et c'est très très fort. Et parfois, j'aime être dans cette construction d'image où je peux mettre chacune des choses que j'ai envie de faire au bon endroit, voilà, comme une image qu'on construit. Il y a le rapport à l'image et il y a le rapport au dessin brut, quoi. Et ce dessin brut, voilà, moi, si effectivement demain on me dit, voilà, t'as 2 mois, tu pars dans la montagne, je fais, oui, quoi, j'y vais tout de suite, quoi. Mais il y a ça. Je suis comment dire, un dessinateur d'appartement, quoi. Mais alors, du coup, alors, ma réponse à la question de Christophe sur quoi, sur qu'est-ce qui fait que il y a moi, dans la rigueur, c'est toujours des hasards. Alors, il y a ce côté volonté de l'appartement qui m'attire beaucoup. J'ai fait beaucoup de paysages de la fenêtre parce que dehors il fait froid. Et j'ai ramené, c'est des hasards de la déambulation, c'est-à-dire que justement, comme j'ai eu la chance d'avoir un atelier pas loin de la forêt de Fontainebleau, où il y a aussi des pas maritimes, allez savoir pourquoi, parce qu'il faut du sable, il y a c'est des hasards des promenades. Alors du coup, je ramène des racines, la racine que j'ai dessinée là-haut, c'est des racines que j'ai trouvées voilà, dans la forêt, que j'ai ramenées dans l'atelier, etc. Il y a d'autres racines que j'ai ramenées et qui, alors justement, le côté anthropomorphique, qui tout d'un coup ressemble à des véritables insectes. Enfin, j'aurais carrément pu mouler cette racine et en faire une sculpture et ça aurait fait un animal fantasmagorique extraordinaire. Voilà. Mais je ne vais pas dans la forêt pour chercher une racine, pour chercher un arbre, etc. C'est un hasard de rencontre. Voilà,
on a fait vraiment, voilà, c'était une présentation assez intéressante. Je remercie Alain, Paul et Fabien en fait, d'avoir bien voulu expliquer aussi simplement et puis amicalement en fait, leur travail. Et je remercie toutes les oreilles divines qui sont ici. On vous propose de rejoindre l'autre partie des tables rondes, donc sur la deuxième partie d'après-midi. On est dans une seule salle qui est juste en face à la chocolaterie. Il nous reste aussi à vous inviter à aller découvrir une partie des expositions dont on a pu parler pendant la table ronde, celle d'Alain Secaroli, qui est donc à la bibliothèque Abbé Grégoire, visible encore pendant quelques jours, avec des travaux plutôt autour du dessin de Dominique Mention, et puis c'était magnifique. Et puis également les travaux d'Émilie Vaste, graphiste, qui sont imprimés et qui sont affichés en extérieur sur les grilles du palais de justice et de la préfecture. Et puis peut-être Mario, tu pourrais nous dire deux petits mots de l'exposition qui est installée dans le hall de l'école du paysage et qui regroupe les travaux des deuxièmes années, donc qui ont travaillé avec Paul, mais également des étudiants des Beaux-Arts de Tours et de l'école d'art d'Annecy autour de l'arborescence. Voilà, donc ce sont des étudiants en fait, de première année de l'école des Beaux-Arts de Tours et les étudiants de quatrième année de l'école des Beaux-Arts d'Annecy et les étudiants en fait, de deuxième année du département de paysage en fait, de l'INSA. Et ce sont les élèves donc, de Paul. Donc en fait là, la question en fait, dont se sont emparés ces étudiants et leurs professeurs, en fait, c'est la question de l'arborescence. Finalement, comment en fait le savoir au cours des siècles a été mis en forme, organisé, structuré par l'arbre lui-même, jusqu'à Internet aujourd'hui, puisque Internet est construit sous une forme d'arborescence. Donc en quoi l'arbre est aussi en fait une source formelle pour peut-être que l'arbre va organiser tout le savoir du monde, ses racines, ses branches, son tronc. Voilà, donc qu'est-ce que c'est que cette arborescence? Comment des artistes s'en emparent aujourd'hui? Pour en faire quoi? Donc c'est ça l'intention en fait de l'exposition que vous pouvez voir en fait dans le hall du département de paysage de l'INSA, en face. Intéressant, par exemple, le caractère de